Voilà, il y a sur les cours du centre de ligue, mesdames et messieurs, depuis ce matin et jusque dimanche, un tournoi international de tennis fauteuil, l'Open international des Hauts-de-France. Et puis l'un des autres moments forts de la semaine se déroule ici, ce soir, sur cette scène, avec le premier colloque paratennis organisé en collaboration avec le comité paralympique et sportif français. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici au centre de ligue de Marc-en-Barœul. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Nous allons passer 2 heures ensemble avec programme sous forme de 2 tables rondes. Dans un premier temps, avec nos invités, nous découvrirons l'impact positif de la pratique du tennis fauteuil pour les personnes en situation de handicap. Et puis, dans un deuxième temps, nous vous présenterons divers dispositifs proposés par plusieurs partenaires de l'événement qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi et à la formation pour les personnes en situation de handicap. Voilà pour le programme. Et pour nous accueillir ici ce soir, voici le président de la Ligue de tennis des Hauts-de-France, Patrice Brulé. Bonjour Yann. Bonsoir Patrice. Alors la vocation d'une ligue, on le sait, c'est le haut niveau, mais pas que. Hein. Non, c'est pas que. C'est vrai qu'une ligue, c'est la représentation de la Fédération française dans les Hauts-de-France, bien sûr. Mais c'est le haut niveau pour beaucoup. C'est la compétition, c'est les clubs. Mais c'est aussi ce qu'on vous présente ce soir. C'est le tennis en fauteuil, c'est la santé, c'est le tennis handicap. C'est tout ça. Si la Ligue des Hauts-de-France ne le fait pas, ça peut poser un problème parce que c'est à nous de montrer le chemin au club, à tout le monde d'ailleurs, aux entreprises, à tout le monde, que le tennis, c'est un bienfait pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a fait cette table ronde. Des remerciements, vous parlez de paratennis, tennis inclusif, il y a du monde derrière cette organisation. C'est ce que je disais, en fait, c'est pas le président, c'est pas le bureau, c'est des volontés. On a la chance, nous, ici à la Ligue, d'avoir quelqu'un qui a envie, qui nous a fait passer l'envie de le faire, qui a vraiment envie de faire quelque chose. C'est Emmanuel Mas, et on remercie jamais assez, et on sait fort bien qu'il faut quelqu'un. Au départ, c'est pas de volonté. On peut avoir la volonté de faire quelque chose, mais derrière, si vous n'avez pas les personnes, on fait rien. Donc on a des élus. On a Emmanuel, mais on a des élus. On a derrière des programmes qui ont été mis en place. Et on a aussi des salariés qui sont à fond, parce que je parle d'Emmanuel, mais il y a aussi Frédéric qui est devant moi, vous allez le découvrir, qui sont à fond dedans. Ils font passer quelque chose qu'on devrait faire passer dans les clubs, et c'est l'essentiel aussi. Un mot sur le tournoi qui a lieu cette semaine. Alors, bien sûr, on a un tournoi, c'est pour ça qu'on est un ITF 3, mais c'est très bien, parce qu'en fait, l'ITF 3 est quelque chose de super, parce que vous avez des très bons joueurs, mais vous avez aussi l'occasion pour d'autres joueurs de venir, de se confronter à des joueurs qui sont plus forts qu'eux. Et c'est pour ça, quand on avait la discussion, on se dit peut-être un ITF 2, non, peut-être pas, pourquoi? Parce que en fait, on peut rester sur un ITF 3, continuer comme ça, et puis faire des tables rondes, et parler du handicap, parler du tennis fauteuil, parler du tennis adapté, parler de santé, comme on a fait mardi soir. Voilà, c'est l'essentiel. Et vous souhaitez, pour terminer, saluer notre invité d'honneur qui se trouve au milieu, qu'on va présenter dans quelques instants. Notre vice-présidente de la fédération et Marie-Amélie, qui nous a fait l'honneur de rehausser cette soirée. Donc je voudrais franchement vous remercier. On va faire les présentations. Merci beaucoup Patrice Brulé, le président de la Ligue. Merci. Voilà, saluer quelques personnalités. Le monsieur sport de la Melle, ici devant monsieur Éric Skironka. Didier Hélard, qui représente la municipalité de Marc-en-Barœul. Un petit coucou là-bas. Daniel Courcol, le directeur général adjoint de la Fédération française de tennis, né à Boulogne-sur-Mer. Donc on vous aime bien. On parle beaucoup de Boulogne-sur-Mer en ce moment avec un joueur qui cartonne, un joueur français de Boulogne qui cartonne. Et puis Jean-Philippe Lorient, aux côtés de Daniel, responsable du pôle France tennis fauteuil. Présentation de nos 3 grands témoins ce soir. Sur votre gauche, Olivier Laubier, président de la commission régionale paratennis de la Ligue. Ici, vous êtes joueur de tennis fauteuil, ancien numéro 21 français, ancien directeur de la formation continue de IGS, un groupe qui fédère plusieurs business schools. On vous accueille, Olivier Laubier. À vos côtés,
Sur votre droite, Florence Alix Gravelier, vous avez été joueuse de tennis en fauteuil professionnel entre 2002 et 2010, double médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Pékin, numéro 1 mondial en double et numéro 2 mondial en simple, 6 fois championne de France. Vous avez remporté 2 Australian Open et disputé la finale de Roland Garros et de l'US Open. Vous êtes désormais vice-présidente de la Fédération française de tennis, référente pour le développement des pratiques. Et après avoir occupé divers postes chez Adecco puis Audencia, vous êtes désormais auteure et conférencière indépendante. Vous avez signé un livre dont on voit la une ici sur l'écran, Marche sur les chemins de la vie, avec une citation notamment qui nous inspire tous. Au-delà des nuages, le soleil brille toujours. Au-delà des nuages, le soleil brille toujours. Florence Alix Gravelier, mesdames, messieurs. Et vous travaillez donc sur plusieurs projets de sensibilisation à la différence visible et invisible. Au centre du plateau, une athlète qui vient d'avoir 35 ans le 26 septembre dernier. Vous êtes athlète depuis l'âge de 6 ans. Vous avez subi un accident de scooter à 15 ans. 4 spécialités en tant qu'athlète, la longueur, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres. Vous avez remporté 9 médailles aux Jeux paralympiques sur 4 éditions différentes, de Pékin 2008 à Tokyo 2021. 9 médailles donc et 3 d'or, 12 médailles mondiales dont 4 titres de championne. Pour ceux qui aiment les stats, on va parler record du monde du saut en longueur avec 6 mètres 14 en 2021, l'or à Rio en 2016 avec 5,83, l'argent à Tokyo en 2021 avec 6 mètres 11. Vous avez été élue en décembre 2018 présidente du comité paralympique et sportif français, officier de l'Ordre national du mérite, officier de la Légion d'honneur depuis 2016. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Marie-Amélie Le Fur. Et on va regarder en vidéo quelques images de votre carrière de sportif. C'est parti. À 12 ans, vous intégrez l'équipe des jeunes sapeurs-pompiers, votre autre passion. Vous rêvez d'ailleurs d'en faire votre métier. Un rêve qui se brise au printemps 2004 après un grave accident de la route. Fini la carrière de pompier, mais vous pouvez continuer à courir et pour ça, vous acceptez l'amputation. Vous enchaînez les succès et participez à plusieurs Olympiades. Pékin 2008, Londres 2012, un premier titre et un sourire qui fait fondre le grand public qui vous découvre, vous soutient, vous aime et vous le prouve. Après plus d'1 an de coupure, vous participez cet été au championnat d'Europe à Berlin. Un titre au saut en longueur et un nouveau record du monde au-delà des 6 mètres, ce dont vous rêviez. Marie, entre nous, il y aurait bien les Jeux de Tokyo derrière tout ça, non? C'est cliché, mais l'argent suffit à son bonheur. Dernière seconde de sa carrière, la grande dame de l'athlétisme savoure. Marie-Amélie Le Fur avec un dernier saut. 5 cm la séparent de la victoire, mais qu'importe. Cette 9e médaille olympique est d'argent, et c'est très bien comme ça. Alors votre modestie, si je lis votre palmarès, va en prendre quand même un coup, parce que ne serait-ce qu'aux Jeux paralympiques, donc 9 médailles, 2 à Pékin pour vos premiers Jeux, 3 à Londres, 3 à Rio, dont 2 en or, et 1 en argent sur la longueur, ici à Tokyo. Cette dernière médaille, c'est une belle cerise sur le gâteau, si je puis dire. Quand on est en l'air et qu'on réussit le saut, la sensation qu'on a, c'est celle du temps qui s'arrête. C'est une sensation qui est unique. Quand on est sur un grand championnat, je me dis, allez vas-y, lance-toi, cours et vole. Pour moi, tout part de là. En une fraction de seconde, à l'âge de 15 ans, ma vie, elle bascule à la suite d'un accident. Et finalement, quand les médecins, quelques jours plus tard, me disent on doit t'amputer, ben moi, j'ai eu l'impression de me libérer de mon handicap. Le sport m'a aidé à transformer ce handicap, cette difficulté, en une force de caractère. On ne peut pas gagner 3 titres paralympiques dans 3 disciplines différentes, sur 2 jeux différents, sans avoir des qualités hors normes. Qu'elles soient physiques, mentales, nerveuses, psychologiques, tout ce qu'on veut. On ne peut pas, c'est pas possible. Voilà, le sport m'a aidé à me libérer de mon handicap et c'est signé Marie-Amélie Le Fur.
Voilà, allez, on va lancer notre première table ronde et nous allons découvrir le parcours, le quotidien et les ambitions de 4 athlètes de tennis fauteuil. Donc, dans un premier temps, vous êtes les grands témoins de cette table ronde. Vous intervenez notamment, mesdames, en tant que marraines ou grandes sœurs des athlètes qu'on va accueillir dans quelques instants. Voici Xenia Chasteau, Cléo Guinderdal, Jérôme Demeyer et Nicolas Van Lerberg. Voilà. Venez par ici, installez-vous tranquillement. Voilà, viens t'installer ici, Cléo. Voilà, parfait. Tout va bien? Vous voulez qu'on enlève? Voilà, on va le mettre par ici. Voilà. Allez, on va les découvrir. Les découvrir un par un. On va commencer avec un peu de Larsen ici. Est-ce que c'est... Voilà. On va commencer avec, au centre du plateau, Jérôme Demeyer. Vous êtes atteint de myopathie. Vous avez d'abord été nageur à très bon niveau. On va vous demander comment le tennis est entré dans votre vie. Tiens, on va passer le micro. On n'a pas un micro par personne. Comment le tennis est entré dans la vie? Un mot sur la natation, puis on switch sur le tennis tout de suite. Oui, bonsoir tout le monde. Donc effectivement, j'ai commencé et mon sport de prédilection, c'était la natation. Donc en 2007-2008, on découvre le diagnostic d'une myopathie facio-scapulo-humérale. Donc j'avais 28 ans, j'en ai 44 ans aujourd'hui, donc ça fait 16 ans que je vis avec elle. Et du coup, j'étais nageur valide et donc, 1 an et demi après, l'évolution était là. J'avais des pertes musculaires qui ont été après quand même très soudaines, surtout au niveau des trapèzes et du dos. Et du coup, j'ai pris la décision de basculer dans la natation valide à la natation handisport. Et j'ai un coach, Yosniel Padron, et de la GNC 60 à Compiègne, qui m'a pris sous son aile. Il m'a dit on va essayer, ça te plaît et tout. Et donc moi j'étais un peu mal à l'aise parce que j'étais valide et je ne savais pas qu'est-ce que c'était le monde du handicap. Et en fait, quand j'ai fait ma première compétition au régional Île-de-France, et j'ai vu que d'accord, j'allais être handicapé, j'allais devenir handicapé, mais que je me suis dit que je ne pouvais pas me plaindre parce qu'il y avait pire que moi. J'ai vu des handicapés plus difficiles, plus compliqués. Alors je me suis dit que de ce fait-là, j'ai dit je ne me plaindrai pas et j'avancerai, j'évoluerai et le sport va m'aider. Et du coup, j'ai eu des titres nationaux dans la natation et on a vécu une belle histoire d'amitié, de fraternité avec mon coach Yosniel. Et en 2012, voilà, on a vécu des minima sur le dos crawlé à Strasbourg. Pour moi, c'était un rêve accompli. De passer d'avoir mis un terme et un deuil sur la validité et de passer dans l'invalidité, mais tout en se faisant plaisir, en décrochant des rêves et des titres et des minima. Et pour moi, donc les dés étaient faits et pour moi les jeux étaient faits, étaient conclus. Et du coup, après ça, je lui ai parlé. Je lui ai dit que pour moi la natation, j'avais fait le tour du bocal. Et j'avais envie de voir autre chose. Et mon amie Sophie, qui a aussi la même pathologie, qui est une grande joueuse de tennis, fauteuil, m'a parlé d'essayer le tennis en fauteuil et j'ai aimé beaucoup ça et ça ne m'a pas quitté depuis là. Et je prends beaucoup de plaisir à jouer, à évoluer et je pense que pour moi en tout cas dans la pathologie neuromusculaire que j'ai et je pense que c'est grâce à ça que je suis debout, c'est grâce au sport en tout cas. Le sport m'aide à rester debout et à avancer, à évoluer et rencontrer des belles personnes et c'est ça que j'ai la chance de vivre et c'est une chance. Avec un mantra, cher Jérôme, avec un mantra, tu aimes jouer avec audace et courage, et puis tu aimes le côté artistique du tennis, ça veut dire quoi? Oui, je suis artiste peintre, donc j'aime le tennis parce que ça m'apporte, ça fait une jonction entre ma profession aussi d'artiste, et pour moi les revers, les coups droits liftés, c'est le déplacement du fauteuil. C'est artistique, c'est comme une danse, c'est comme, pour moi c'est un sport mais très artistique. De l'artistique, mais de la discipline et de la rigueur également. Oui, c'est vrai que grâce au tennis, fauteuil, j'ai pris avoir aussi une discipline parce que je viens des milieux défavorisés quand j'étais jeune
Et j'ai failli mal tourner, mais grâce à des amis, j'ai pu bien tourner. Et c'est vrai que le tennis, le sport, en tout cas surtout le tennis fauteuil, m'a appris à avoir une discipline, de bien parler, de bien m'exprimer, parce que c'était oui, le tennis, c'est un respect de l'adversaire, c'est un respect du jeu, et c'est de respecter l'autre qui est en face de vous et qui prend du temps pour vous, comme on prend du temps pour vous ce soir. Il y a des personnes en situation de handicap qui n'osent peut-être pas se lancer dans la pratique sportive, et notamment du tennis. Quel conseil tu aurais envie de leur donner? De passer le pas, d'oser se tester une pratique sportive quand on est en situation de handicap? Je pense qu'il faut avoir une confiance en soi, et il faut l'avoir, et qu'il ne faut pas avoir peur, que la peur c'est juste un sentiment, mais elle n'existe pas, et il faut franchir ces barrières, passer outre ces obstacles, et après ce sera que du bonheur et du positif et du plaisir à prendre n'importe quel sport et n'importe quel handisport. Passer des obstacles pour aller chercher le plaisir. Nicolas Van Lerberg est avec nous. Tu as 52 ans. À l'âge de 34 ans, tu as détecté une tumeur sévère à la moelle épinière. À l'époque, tu es footballeur et tu pratiques la course à pied. Tu es devenu paraplégique incomplet, c'est comme ça qu'on dit. Oui, tout à fait. Tu as été soigné au centre de l'Espoir, hein, c'est le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Lille Métropole. Tant qu'on est en centre de rééducation, ça va à peu près, mais quand on sort, c'est un peu plus compliqué. En effet, je connaissais le centre de l'Espoir parce que j'avais eu une ligamentoplastie par le passé. Et c'est quelque chose qui s'est très très bien passé. Je pense que mon passé de sportif m'a aidé dans la résilience par rapport à mon handicap physique. Et j'ai découvert au centre l'handisport, l'handibasket. C'est souvent ce qu'on met en place au départ. Et tout de suite, ça m'a donné envie de refaire du sport, même si c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. 5 ans de basket, mais le tennis est arrivé assez vite. Par l'intermédiaire d'une amie qui m'a dit tiens, viens essayer. Et donc, je me suis mis au tennis fauteuil. Alors, la grande difficulté au départ, c'est que vous avez ce manche dans la main qui vous empêche de bien pousser. Donc au départ, c'est un peu frustrant, mais bon, step by step, on a franchi les échelons. Mais très vite, voilà, j'ai fait beaucoup d'entraînement de manière très régulière, parce qu'en fait, mon plus gros souci, c'est pas le handicap physique, mais c'est des douleurs neuropathiques. Donc là, vous ne le voyez pas, mais j'ai mal à ma jambe qui est lésée. J'ai mal H24, 365 jours par an. Pendant 13 ans, je ne me suis pas endormi avant 4-5 heures du matin. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le sport m'a un peu sauvé. Mes 2 heures, mes 3 heures de sport par jour, c'est vraiment ma bouffée d'oxygène. C'est le moment dans la journée où j'ai pas mal. Et le fait d'avoir ces endorphines, le soir me permet aussi d'être plus calme et d'avoir un peu plus de chance de m'endormir. Parce que le soir, quand vous êtes au repos, quand vous avez votre conscience, quand vous avez votre cerveau qui n'est pas accaparé par des activités, c'est là où vous ressentez le plus les douleurs. Et bon, c'est pas toujours facile, et par rapport à ça, le sport m'a vraiment sauvé. Alors, tu le disais, avant de s'amuser au tennis, il faut beaucoup travailler. Puis il y a une problématique liée au matériel. Quand on commence le tennis fauteuil, il n'y a pas des fauteuils. Moi, j'ai commencé le fauteuil avec des vieux fauteuils que j'ai récupérés chez des personnes qui avaient arrêté. Mais il y a eu un gros travail de la Ligue des Hauts-de-France ces dernières années, qui a acheté une dizaine de fauteuils. Donc il faut savoir que si vous connaissez des gens handicapés qui veulent commencer le fauteuil, il y a des fauteuils pour enfants, pour adultes, pour tout type d'handicap qui sont réglables. Parce que c'est vrai que c'est des fauteuils qui coûtent cher. Et quelqu'un qui veut essayer le tennis en fauteuil, il lui faut un fauteuil. Hein, et donc, c'est des fauteuils que la Ligue peut prêter. Et donc, c'est vrai que maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile. Si les gens veulent commencer, il y a du matériel à disposition. Olivier Laubier, un mot sur la politique de la Ligue. On fait un petit zoom arrière sur le paratennis ou la mise à disposition de fauteuils, l'incitation à se mettre à la pratique du tennis fauteuil. Oui, la volonté est d'essayer d'apporter une proximité pour chaque athlète, être capable de jouer à moins de 10 ou 15 km de son domicile, donc d'ouvrir la pratique du tennis fauteuil à l'ensemble des clubs des Hauts-de-France.
Pour vous donner un exemple, moi j'ai démarré en 2010 le tennis fauteuil, je faisais 150 km pour venir m'entraîner. Donc 2 fois 150 km. Au-delà du coût de transport, etc., c'est du temps. Quand on travaille encore, c'est pas évident. Donc concrètement, la logique, c'est d'essayer d'apporter une solution de proximité. C'est pour ça que l'on essaye de former au fur et à mesure les DE, les enseignants de tennis, pardon, pour leur permettre d'avoir cette capacité à transmettre la notion de déplacement, de jeu en fauteuil, qui est quand même assez spécifique, et d'apporter un fauteuil qui répond en fait aux besoins morphologiques. Parce que la spécificité des fauteuils, c'est pas comme une paire de baskets. En fonction de votre typologie de handicap, vous allez devoir avoir un fauteuil réglé totalement différemment. Si vous êtes abdos, pas abdos, si vous avez une sclérose ou autre, le fauteuil ne sera pas du tout réglé de la même façon. Donc l'idée, c'est d'apporter une solution en termes de matériel, mais aussi en termes de zone géographique pour que chacun puisse pratiquer et évoluer dans cette belle discipline. Merci de ces précisions. Pour poursuivre, Nicolas, tu as une formule, hein, le tennis est ta petite drogue, c'est une bouée de sauvetage, c'est comme ça que tu exprimes les choses. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé. Et ça a toujours été un plaisir d'aller à l'entraînement, même si parfois c'est pas facile. Et puis au-delà du sport en tant que tel, bon, je peux le dire à Cléo parce que ça va lui arriver dans quelques années, j'espère, qu'elle va parcourir l'Europe et le monde. Lorsqu'on fait des tournois en fauteuil, on est tous dans le même hôtel, c'est-à-dire qu'on paye un package, on est tous dans le même hôtel et on crée des liens vraiment très rapidement avec tous les joueurs, il y a une super ambiance. Et donc j'ai à la fois adoré le sport, mais aussi tous les à côté. Et donc voilà, je suis très content de revenir ici aujourd'hui et revoir les potes. Parce que j'ai arrêté le tennis il y a très peu de temps. Dans le cadre de ce magnifique tournoi, arrêter le tennis, mais aux surprises, il existe le paddle fauteuil. Oui, tout à fait. Donc depuis janvier 2022, la Fédération française de tennis a autorisé les compétitions de paddle fauteuil. Donc j'ai découvert le paddle fauteuil et voilà. Donc maintenant je me consacre au paddle fauteuil à 100%. Les meilleurs mondiaux sont encore en Espagne, donc je vais faire aussi le championnat espagnol pour me confronter à eux, pour progresser. On a fait quand même 3e à la Coupe du Monde l'année dernière avec l'équipe de France, même si chez nous on démarre. Mais bon, on est quand même issu du tennis et bon, on a quand même quelques bases par rapport au sport de raquette. Voilà Nicolas qui a été 6e français, qui a fait partie du top 50 mondial en 2017. Mesdames, grands témoins, vous intervenez quand vous voulez, notamment à partir de maintenant, enfin Marie-Amélie, si vous souhaitez, quand vous voulez, à moins qu'on présente avant cela nos 2 jeunes espoirs du tennis. On va, comme vous voulez, si vous allez. Peut-être moi réagir effectivement sur 2 éléments qui ressortent énormément des premiers discours. Déjà, je pense que voilà, dans les 2 témoignages, on a ressenti à quel point le sport a été utile. Et bien souvent, quand on parle de la situation de handicap, on va la catégoriser avec une sémantique qui est très négative. Le ressenti va être difficile, on va mesurer la perte de capacité. Et là, on a vu vraiment à quel point, voilà, dans les témoignages, on avait ressenti cet effet très bénéfique du sport, déjà pour le bien-être et la santé, comme ce qui est vrai pour tout un chacun. Mais on a senti dans les discours que ça avait vraiment permis de prendre conscience de soi et confiance en soi. Donc ça, c'est un élément qui est absolument essentiel et qui reste, ça paraît un petit peu bateau de le dire comme ça, mais qui reste vraiment à promouvoir. Parce que malheureusement, faire du sport à des personnes en situation de handicap n'est pas encore quelque chose d'évident. Là, dans les 2 témoignages qu'on a reçus, c'est un handicap qui est acquis après un passé sportif. Et donc, il y a une évidence qui se met en place que la continuité sportive, elle doit se mettre en œuvre. Quand vous êtes sur un handicap qui est acquis sur un âge plus jeune, quand vous êtes sur un handicap de naissance, cette évidence, elle se pose moins, et donc c'est vraiment à la société de l'impulser pour que pour toute personne en situation de handicap, quel que soit le degré, la sévérité du handicap, et bien cet accès au sport, il s'incarne pour les bienfaits qu'il représente. La deuxième chose qui ressort du discours, c'est derrière les difficultés qui s'ouvrent à la personne en situation de handicap lorsqu'elle souhaite accéder au sport. Donc il y a déjà le fait d'en prendre conscience, derrière de trouver la bonne pratique sportive, comme ça a été très justement dit par Olivier, de la trouver approximative
proximité de chez soi. Et donc là, voilà, c'est encore une fois toute une dynamique d'acteurs qui doit se mettre en œuvre pour changer durablement la donne. Et par rapport à ce que disait Olivier, voilà, sur la formation des éducateurs, nous, l'idée c'est d'arriver à l'échelle du comité paralympique de façon complémentaire et donc d'apporter une sensibilisation, une formation sur le champ du handicap pour faire en sorte que les clubs des territoires, demain, ils aient moins peur de la situation de handicap et donc qu'ils ouvrent leur club. On travaille aussi énormément à l'échelon territorial et à l'échelon national pour que les financements soient en adéquation avec les besoins des clubs. Et donc on milite au sein de l'Agence nationale du sport, notamment au travers d'une enveloppe qui est l'enveloppe accessibilité, qui va permettre la mise en accessibilité des bâtiments, mais qui va permettre, parce que l'accessibilité, quand on la pense pour les personnes en situation de handicap, elle est très large. Donc c'est aussi l'accessibilité au matériel. Et donc les clubs peuvent faire des demandes de subventions pour de l'achat de matériel. Et c'est aussi la question de la mobilité. Donc voilà, donc il y a des enveloppes qui sont existantes. Malheureusement, et ça c'est aussi un des enjeux du comité paralympique sur les territoires, c'est de les faire connaître des acteurs et aussi des annonces récentes du président de la République sur le remboursement du matériel individuel, que ce soit les fauteuils de sport ou les prothèses, mais on attend les décrets opérationnels. Donc voilà, on sent qu'il y a une prise de conscience, les choses bougent, mais c'est vraiment tous les opérateurs de l'écosystème, à commencer par les personnes en situation de handicap elles-mêmes, qui doivent faire bouger leurs droits, qui doivent faire valoir leurs droits pour que la société change globalement sur l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Florence ? Alix Gravelier. Oui, enfin, même si en vrai, moi j'attends les témoignages de Cléo et de Xenia parce qu'en fait, ce qui est ressorti aussi, en plus des propos d'Olivier et à l'instant de Marie-Amélie, c'est ce sujet aussi d'amener la pratique en proximité, y compris pour les plus jeunes, même si évidemment nous qui sommes un petit peu plus anciens aujourd'hui, c'est un sujet important, mais moi mon sujet aujourd'hui c'est aussi comment quand on est un tout jeune en situation de handicap, on a accès au sport très très vite en fait, il se passe pas trop longtemps avant qu'on vous propose une activité sportive et que plus cette activité sportive est proposée dans le cadre du quotidien, c'est-à-dire de l'école, c'est-à-dire du club de sport, et là aussi je rejoins ce qui a été dit sur la question de la proximité, c'est-à-dire comment on peut faire que des enfants jouent au tennis ensemble, pas les enfants en situation de handicap de leur côté et puis les enfants qui n'en ont pas de leur côté, mais ensemble. Ça, c'est un vrai point sur lequel on travaille énormément et ça rejoint ce qui a été dit sur la question de l'accessibilité du matériel. Donc ça, c'est un axe de travail fondamental sur lequel on est aujourd'hui penché. Et notamment pas de segmentation entre les enfants. Rapidement, Nicolas. Oui, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, dans le développement du tennis fauteuil, j'étais confronté à des blocages, notamment au niveau des centres de rééducation, parce que j'allais vers les centres de rééducation. On a proposé avec la Ligue des choses à mettre en place dans les centres et ils sont parfois très, comment on va dire, pas trop ouverts. Et je trouve que dans les centres de rééduc, il y a quand même des profs de sport et ils devraient, je trouve, se mettre en relation avec les clubs de la région, avoir les bonnes adresses, les bons numéros de téléphone pour que tout de suite, lorsque le patient sort du centre, ah bah tu as fait du tennis avant, ah tu es intéressé par le ping-pong, bah voilà, on peut t'orienter vers ça. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas de lien entre les centres de rééduc et les centres sportifs. Et je trouve que c'est un vrai problème. Alors c'est effectivement un peu en train de changer, mais je crois que Marie-Amélie le disait aussi à l'instant, il y a c'est pas encore automatique dans la tête de plein de gens qu'une personne en situation de handicap fasse du sport. Qu'un enfant en situation de handicap, moi je me souviens aussi, parce qu'on est un peu des vieux de la vieille quand même maintenant, mais moi j'ai commencé, j'avais 13 ou 14 ans et je me suis retrouvée dans un milieu d'adultes. Et encore plus, c'est pour ça que je disais que j'étais intéressée d'écouter Cléo et Xenia parler de leur réalité d'aujourd'hui, parce que c'était un monde d'adultes et c'était un monde d'hommes
adultes. Il n'y a pas beaucoup de filles, il n'y a pas beaucoup de femmes et il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Donc c'est hyper dur pour des parents aussi d'envisager de confier leur enfant. Mais au-delà de ça, je me souviens de mes copines hollandaises que je rencontrais sur le circuit. On avait à peu près le même âge et elles allaient à l'école en handbike. Elles n'étaient pas dispensées de sport, elles faisaient du sport à l'école. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais dispensée de sport à l'école et j'allais à l'école en VSL. Voilà, c'est la différence aussi de culture et tout ça. Donc nous, notre rôle à nous et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi de semer la graine et c'est à ça que vont servir les Jeux paralympiques de Paris. C'est ça l'intérêt d'organiser les Jeux en France, c'est de dire à tout un chacun, le sport fait partie de notre vie. Quel que soit notre état de santé, quel que soit notre âge. Et moi, pour ce qui me concerne, effectivement, à la Fédération française de tennis, c'est dire le tennis fait partie de notre vie. Mais finalement, si vous aimez la natation ou le ping-pong ou le padel fait aussi partie de la FFT. Donc ça me va très bien. Faites du sport, peu importe le sport que vous faites. Allez, on va faire connaissance avec nos deux jeunes femmes. Xenia Chasteau, tu es née le 12 mars 2006, tu as 17 ans et demi, tu es originaire de Marseille, licenciée au tennis club de la Fourragère. Tu étais joueuse classée 15-3 avant ton accident du 24 janvier 2021, qui a également touché ton papa Jean-Michel. Tu es numéro 1 mondial junior, récente vainqueur, mesdames et messieurs, de l'US Open junior, déjà classée à la 51e place mondiale chez les dames et 6e française. On l'applaudit, Xenia Chasteau. Donc accident le 24 janvier 2021 et puis assez vite le 11 septembre de la même année, c'est-à-dire 9 mois plus tard, première séance de tennis fauteuil. On rappelle, tu étais joueuse valide, donc 8 mois après ton accident et durant cette toute première séance, les premières sensations étaient positives. Raconte-nous, remémore-nous cette première séance. Oui, ça faisait donc 8 mois que j'étais en centre de rééducation. Et on m'autorise de sortir pour aller taper la balle dans un fauteuil de sport. Je tapais déjà la balle à l'hôpital contre le mur, et même dans l'hôpital, bref, c'était un grand manque. Et donc, je sors de l'hôpital et j'essaie le tennis fauteuil. Et il faut savoir que j'avais aussi des douleurs très 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 fortes du membre fantôme, ce qu'on appelle le membre qu'on perd. Et en fait, ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est j'ai joué durant 1 heure, je pense. Plus de douleur, plus rien. C'était fantastique. Et sur le moment, je ne me suis pas rendu compte. Et après coup, je me suis dit, mais j'ai plus de douleur. C'était juste incroyable. Et donc, je suis re-rentrée à l'hôpital et 2 mois après, j'étais sortie officiellement de l'hôpital et tout de suite après, j'ai rejoint un club qui avait une association Marseille Tennis Handisport qui m'ont accueilli et rapidement j'ai commencé à faire des cours, des entraînements et ça a été vraiment coup de foudre, c'est-à-dire les sensations entre le tennis et le tennis fauteuil. La frappe dans la balle était vraiment pour moi la même, il y avait forcément le déplacement qui changeait, mais j'ai appris à apprécier. C'est vraiment apprendre à apprécier les choses et j'ai réussi. Voilà. C'est ta philosophie de vie, savoir apprécier les choses. Exact, c'est ça, apprécier les choses. Et le tennis, c'est bien plus qu'un échappatoire, c'est un vrai projet de vie finalement. Et on le voit là avec notamment ta première victoire à l'US Open en Grand Chelem. Philosophie de vie, c'est ça, c'est un vrai projet. Oui, totalement. Avec des objectifs donc. Oui, absolument. Vraiment, au début, faut vraiment apprendre à apprécier, à prendre du plaisir. Et si on n'en prend pas, on cherche ailleurs. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié tout de suite le tennis fauteuil. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un projet de vie, mon projet principal. Alors, j'en ai d'autres. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ce premier titre à New York a été vraiment, incroyable. Extraordinaire, incroyable, énorme. Ouais. Tu as intégré donc le pôle France au CNE, au Centre National d'Entraînement, c'est à la porte d'Auteuil, à 500 mètres de Roland-Garros. Parle-nous de tes objectifs, tu peux nous les révéler, objectifs de fin d'année, quel tournoi, et puis objectif 2024 ?
Mais là, actuellement, je suis en tournoi. J'ai gagné mes 2 matchs aujourd'hui. Je suis contente. Et oui, j'ai des objectifs. Bon, vous savez, il y a Paris 2024, les Jeux paralympiques. Et je vais essayer de me qualifier pour ces Jeux-là. C'est très ambitieux parce que j'ai le bac à passer également. Et donc, beaucoup de choses à gérer. Mais voilà, les objectifs jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine, ça sera vraiment tournoi après tournoi. Et forcément, engranger de l'expérience et forcément aussi avancer dans le classement, puisqu'il faut être minimum dans le top 25 mondial dans le circuit féminin. Et on sait que les places sont évidemment très chères pour participer, avoir le droit de participer aux Jeux paralympiques en fin août, début septembre 2024. Est-ce que quand on a 16 ans et demi, Ksenia, on a un modèle ou des modèles de sportifs, sportives? Non, pas forcément des modèles, mais je pense, oui, j'essaie de prendre, chaque personne peut nous apporter des choses. Ce qui est très très sympa, comme l'a dit Nicolas. Nicolas, pardon. Faut dire mon voisin, dans ces cas-là on dit mon voisin, dit Nicolas, monsieur, et on s'en sort parfaitement. Tu veux qu'on la refasse comme l'a dit monsieur, vas-y. Comme l'a dit Nicolas, on fait énormément de rencontres en tournoi et ça apporte beaucoup en termes d'amitié, d'amour, plein de choses, mais aussi voilà, du social et beaucoup de monde m'apporte quelque chose, tout le monde en fait. Il n'y a pas une personne qui va m'apporter plus que d'autres, enfin si peut-être, mais c'est vraiment tout un ensemble de rencontres qui fait que je me voilà, la vie est belle. Tu souhaitais adresser un message à Florence Alix-Gravelier? Oui, je voulais te remercier parce que durant mon année de l'accident, elle m'a envoyé une vidéo assez longue et ça m'avait beaucoup touchée et ça m'avait donné vraiment envie de découvrir le tennis fauteuil. Donc j'avais reçu beaucoup de vidéos, mais celle-là m'avait vraiment marquée et je voulais te remercier de vive voix parce que je pense que je ne l'ai jamais fait, donc merci beaucoup. Merci à toi, Ksenia. Moi, j'en profite pour te faire un petit message, mais qui est un message en fait pour tout le monde, parce que moi, ce que je trouve impressionnant dans ton parcours, qui est tout jeune, qui est très récent et qui va progresser évidemment, c'est à la fois effectivement la sagesse avec laquelle tu abordes les choses. Je trouve cet angle du plaisir qui doit rester le cœur d'un projet de sportif de haut niveau et toutes les valeurs et les belles valeurs que tu déploies. Donc ça, nous en tant qu'anciens, mais aussi en tant que responsables fédéraux, je pense que Marie-Amélie ne va pas me contredire là-dessus. Pour nous, c'est, j'allais dire, c'est du bonheur, c'est de la crème pour travailler. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans le parcours de Ksenia, c'est cette rapidité très saine en même temps avec laquelle les choses se sont faites, c'est-à-dire que moi je me souviens aussi d'avoir reçu très vite une petite vidéo de Ksenia en train de jouer à l'hôpital contre le mur de sa chambre d'hôpital. Et c'était une vidéo qui était assez forte, évidemment, parce que c'est pas tous les jours qu'on est invité dans l'intimité d'un moment comme celui-là. Et en même temps, ça a montré à quel point l'écosystème tennis s'était réveillé très très vite pour venir dire à Ksenia, c'est pas fini ta relation avec le sport, c'est pas fini ta relation avec le tennis, et il y a encore plein de trucs à faire. Et je suis convaincue qu'il y a encore énormément de choses à faire. Donc, bon vent et belle route à toi. Ça n'est que le début pour Ksenia. On va accueillir notre dernière invitée. Je voudrais que vous l'applaudissiez comme il se doit, car elle a 12 ans. Elle n'a pas reculé devant l'exercice. Bienvenue Cléo Guinterdal. Alors tu me corriges, tu me surveilles. Faut pas que je t'appelle Chloé, c'est bien Cléo. Hein, voilà. Et regarde là-bas, il y a la caméra, c'est par là que ça se passe. Tu es venu avec toute ta famille. On va présenter, donner la parole à ton papa Samuel dans quelques instants. Tu as donc 12 ans, tu es en 5e au lycée Jeanne d'Arc de Roubaix. Tu habites à Croix. Tu as été amputé depuis à l'âge de 3 ans. Et de l'accident, c'est l'ironie du sort, c'est le 24 janvier, et ta maman a été touchée dans le même accident que toi. Ksenia a dit qu'elle n'avait pas de modèle, mais toi, tu as certainement une
je vais te bosser bientôt la question, t'inquiète pas. Je résume un petit peu avant. On est à Grenoble en février 2021. Tu es dans un centre spécialisé pour t'occuper de ta prothèse. Hein. Donc en 2021, il y a 2 ans. Et tes parents reconnaissent dans ce centre quelqu'un qui est venu également s'occuper de sa prothèse. Et vous osez l'aborder. Et c'est qui cette personne? C'est Pauline Desroulettes qui était venue au même moment pour faire son fauteuil de tennis pour les championnats de France. Qui se disputaient à Grenoble, donc? Oui. Et donc, avec mon papa et ma maman, on a été frappés à la porte où elle est en train de mouler son fauteuil. Et on a discuté un peu ensemble. Et elle m'a invitée à aller essayer le tennis fauteuil, du coup à l'endroit où les championnats de France se passaient. Et du coup, j'ai tout de suite bien aimé. Et quand on est rentré, je me suis inscrite dans un club. À quel club tu t'es inscrite? À Ronchin. À Ronchin, qui est l'un des clubs phares de la région de la métropole lilloise autour du tennis fauteuil. Alors tu as cité Pauline Desroulettes, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pauline, elle est actuellement 13e mondiale, numéro 1 française, elle a participé à son premier Roland-Garros cette année, elle est championne de France, elle vise évidemment la participation et bien plus aux Jeux paralympiques de Paris l'an prochain. Donc elle t'a fait essayer ton fauteuil, tu as aimé le tennis alors que tu n'avais pas fait spécialement de sport avant, tu ne faisais pas beaucoup de sport avant? Non, j'avais déjà essayé la gym, mais j'ai pas trop aimé parce que je devais enlever ma prothèse devant tous les enfants. Du coup, j'ai pas aimé, mais là, le tennis fauteuil, j'ai tout de suite bien aimé. Alors depuis lors, Pauline, elle te suit, vous êtes en contact régulièrement. Elle représente quoi pour toi? C'est comme une grande sœur? Oui, moi je dis que c'est ma marraine de tennis, mais il y en a qui croient que c'est ma grande sœur ou ma maman. Et tu fais pas, faut le dire aussi, tu ne fais pas que du tennis, tu fais plein d'autres choses. L'été, je fais de la piscine et l'hiver, je fais du ski. Et voilà. Même avec Pauline, tu as fait du ski avec des patinettes, c'est ça? Ouais. Et tes copains, parle-nous de tes copains et tes copines au collège. Qu'est-ce qui te pose des questions sur le sport que tu fais, le tennis fauteuil, les matchs, la compétition? Dès que j'ai un tournoi et que je m'absente un peu pour l'école, quand je reviens, souvent ils me demandent comment ça s'est passé ou quoi. Et après, il y en a plein qui me demandent comment je m'entraîne et comment aussi je suis avec Pauline et voilà. Alors comment tu t'entraînes? On va le découvrir un petit peu tout de suite avec non pas un de tes coachs, mais tu as 2 coachs. On va accueillir ensemble Florence Dessirier et Fred Foulon. Voilà, bienvenue à tous les deux. Installez-vous, on va partager les micros. À force, plus beaucoup de micros, mais on va se débrouiller. Elle a fait ça toute sa vie. Vous avez Elle a fait ça toute sa vie. À l'aise, alors, Cléo? Florence, on va commencer avec toi. Décidément, c'est une histoire de rencontre. Il y a la rencontre entre Cléo et Pauline, mais il y a aussi la rencontre entre toi et Cléo. C'est une véritable rencontre. Raconte-nous ce moment. Ouais, moi je m'en souviens comme si c'était hier. C'est Bénédicte Fravalo à l'époque qui m'avait appelé de la Fédé pour me dire voilà, il y a une petite fille qu'on a vue à Grenoble qui habite Lille et on aimerait bien que tu la rencontres pour faire un essai avec elle. Donc c'était à Ronchin il y a 2 ans maintenant. Et moi ce qui m'a frappé chez Cléo, c'est que alors qu'elle est debout dans la vie de tous les jours, dès qu'elle s'est mise dans le fauteuil, elle a été à l'aise comme si elle y était depuis toujours. Donc je dis bon, ça commence plutôt bien, mais après on va voir un peu avec la balle et la raquette, et là ça a été juste incroyable tout de suite. Donc voilà, une capacité d'adaptation, de roule aussi. Enfin, c'est ça qui est assez dingue, même dans un chariot, je pense qu'on a l'impression qu'elle est dans une Ferrari. Donc ça c'est top, très à l'aise. Et moi ce qui m'a frappé surtout tout de suite, c'est ce sourire
magnifique qu'elle a tout le temps. Et ça, c'est un vrai bonheur de l'entraîner. Moi, j'ai découvert le tennis fauteuil avec Nico aussi, un peu avant. C'est même Nico qui m'a appris beaucoup de choses sur le tennis fauteuil. Et donc, ça fait 2 ans maintenant. Et voilà, que du bonheur pour moi d'entraîner Cléo. Une incroyable dextérité avec son fauteuil. Hein, tu le disais, elle a toujours la banane. Elle est passée de la balle orange à la balle dure en 2 ans, c'est ça? Et ton premier tournoi, les championnats de France. Oui, ça c'était assez original quand même pour une joueuse de tennis qui commence l'année en jouant avec les balles bicolores orange et puis à qui on annonce qu'elle aura une invitation pour le championnat de France junior. Mais là, ça se joue avec des balles dures. Donc avec Fred, on s'est dit bon, et ben, on va essayer quand même. Donc, et là, pareil, sa capacité d'adaptation au changement, c'est assez incroyable. Bon, alors bien, les prises de balles étaient un peu hautes, c'était pas facile de la faire tourner, mais voilà, on a fait pas mal d'entraînement là-dessus. Et puis on l'a préparée aussi un peu psychologiquement, elle est championne de France, parce que c'était une grande inconnue. Elle n'avait pas fait un tournoi avant, donc du club de M, puisqu'elle a changé de club depuis, elle est arrivée directement au championnat de France. Et une belle expérience, je crois. À gauche de la scène, Fred Foulon, c'est l'entraîneur de ligue. En tant qu'entraîneur, Fred, tu as monté depuis longtemps des cycles sur le tennis adapté dans le monde du handicap psychique et mental. Tu es aussi intéressé à l'univers carcéral, à l'addictologie et à l'autisme, et tu es formé au tennis fauteuil depuis 2013. Tu es arrivé dans un deuxième temps sur le projet. Explique-nous le montage, comment ça s'est fait? Tu arrives d'abord en support du club, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, moi je travaille au sein de la Ligue depuis 2 ans maintenant, suite à mon différent parcours professionnel. Donc je suis effectivement collègue d'Emmanuel et il m'a déjà beaucoup apporté dans le milieu, au niveau du réseau, des connaissances du milieu. Et donc du coup, au sein de mes missions notamment, il y a une partie tennis en fauteuil, hein, il y a d'autres missions également. Mais c'était effectivement le développement de la pratique sur le terrain, puisque Emmanuel ne pouvait pas tout gérer tout seul, bien sûr. Donc moi, je suis arrivé sur le terrain et j'ai effectivement eu à cœur et eu connaissance du projet de Cléo par le biais de Florence. Et donc je viens effectivement au support souvent au club, hein, à tous les clubs, là, sur les projets forts. Donc je viens entraîner en plus de ce qui se passe dans le club les joueuses ou les joueurs, quoi, en fait. Hein. Et tu enfiles des rollers pour entraîner Cléo? Oui, moi ça se fait, hein, pas tout le temps, pas chez tous les enseignants, mais moi j'aime bien effectivement enseigner en roller. Donc ici à la Ligue, effectivement, on voit souvent rouler sur les terrains. Hein. Je les abîme pas, mais on s'éclate bien avec Léo. Ça arrive pas souvent que je les mette en réparation, mais quand je les ai pas, souvent elle me fait la réflexion si au bout de 15 jours je les ai pas récupérés. Hein, ça peut arriver qu'elle me dise tu récupères tes rollers quand, parce que c'est plutôt sympa que tu les aies. Donc voilà, effectivement. Ouais. Parle-nous de Cléo au quotidien. Révèle-nous un secret. Elle est blagueuse, hein? Ouais, comme ça on dirait pas, mais bon, c'est pas une blague en particulier, mais les grimaces, hein, c'est un peu sa spécialité quand même, les grimaces. Hein, ça va. On va pas lui faire on va pas lui demander quand même de faire une grimace, mais c'est une spécialiste, hein, quand même. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir l'entraîner et de pousser joueurs et joueuses à donner le meilleur d'eux-mêmes. Avec Léo, c'est un réel plaisir. En relation avec Florence, il y a un 3e enseignant là, qui est dans la boucle cette année, hein, qui est du tennis club de M également. Donc cette année, elle a un programme quand même un petit peu plus chargé que l'année précédente. Donc on va voir vraiment la différence, je pense, cette année sur le terrain, quoi, en fait. Hein. Et derrière le grand sourire de Cléo, il y a une vraie bosseuse. Ouais, il y a une bosseuse. Ça me fait penser, en disant ça, effectivement, j'ai les photos du championnat de France que je montre souvent d'ailleurs dans mon entourage, où elle avait, je crois, une dizaine d'ampoules. Hein, c'était quand même assez impressionnant pour une jeune de cet âge, malgré tout. Effectivement, en tennis fauteuil, on s'abîme beaucoup les mains, notamment au début de l'apprentissage. Et je ne l'ai jamais vu rechigner à ne pas vouloir jouer ou à vouloir arrêter prématurément. C'est vrai que ce souvenir des mains de Cléo au championnat de France, ça va rester quand même l'image du travail qu'elle accomplit tous les jours pour essayer de faire le mieux et d'aller le plus loin possible.
Tu souhaitais, Florence Dessirier, rebondir aussi, confirmer ce qui a été dit tout à l'heure. C'est pas évident d'amener un enfant du centre de rééducation au club de tennis, hein, de club de sport en général. Non, en effet, moi je suis intervenue dans des centres, enfin Marc Sautelet notamment, où Cléo est allée après son accident. Et donc j'arrivais avec mes petits filets, mes balles, etc. Donc le centre n'avait vraiment rien à faire. Et je faisais jouer les enfants des après-midi, voilà. Et j'ai voulu mettre en place cette activité régulièrement, et notamment avec Jérémy, le comité paralympique était OK pour d'ailleurs subventionner cette action. Mais le comité directeur du centre m'a dit gentiment que c'était trop compliqué à organiser. Je venais simplement une fois par mois au centre. Ils n'avaient rien à faire à part juste m'amener les enfants, voilà. Pour moi, c'est un souvenir incroyable, enfin des souvenirs incroyables de plaisir de ces enfants, et j'étais vraiment triste à chaque fois de me dire on ne va pas pouvoir les faire venir jusqu'au club, parce qu'en fait, pour nous enseignants, c'est facile d'aller dans les centres, mais moi, mon objectif, c'était de les faire venir au club après, et ça, on s'est vraiment heurté à des freins. Mais je garde quand même quelques anecdotes, notamment un petit garçon de 4 ans qu'on a mis dans un fauteuil adulte parce que je n'avais pas les fauteuils adaptés. Et les médecins m'ont presque interdit de le mettre dedans, pourtant on a fait attention, on l'a attaché, etc. Et quand on l'a vu rouler et taper la balle pendant 2 heures avec un sourire jusqu'aux oreilles, j'ai dit mais comment vous pouvez m'empêcher de venir tous les mois faire ça? Et là, bon, on s'est heurté à l'administration et ça, je pense, j'ai entendu ces dames, donc je suis ravie de voir que ça bouge. Et je pense que Fred va initier aussi un nouveau projet, et je pense qu'effectivement, ça évolue. Mais on se rend compte qu'entre le centre de rééducation et le club, la route est très, très, très longue. Donc ça, j'espère que vous aurez des choses à nous dire à ce sujet. Olivier ? Et effectivement, la relation avec les centres de rééducation n'est pas évidente. Ils travaillent souvent en vase clos et ils ne veulent pas s'ouvrir vers l'extérieur. Moi, je le vis aussi sur un autre bassin à Berck-sur-Mer. C'est exactement la même problématique. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Florence tout à l'heure, c'est souvent une rencontre qui génère en fait le développement du sport. On rencontre une personne qui est ambassadeur quelque part parce qu'il pratique le tennis, il pratique le tennis de table, la natation, et il va vous transmettre en fait ce virus du sport. Et après on se rend compte, moi je l'ai vécu parce que moi le tennis c'est arrivé par une rencontre complètement en dehors du centre de rééducation, et on se rend compte qu'après c'est un accélérateur de vie, un accélérateur de résilience. Ça vous permet de découvrir des choses que vous ne voyez pas en centre de rééducation. Quand vous voyez un père, c'est-à-dire un collègue de tennis fauteuil qui vous explique sa vie, ce qu'il fait, qu'il voyage, il va dans des hôtels. Au départ, vous le regardez avec des grands yeux en disant mais tu prends l'avion, mais comment tu fais, j'ose pas. Donc il vous explique, et en fait vous passez encore un pas dans votre vie. Et donc le sport, c'est vraiment un accélérateur. Ça vous donne une joie de vivre, vous passez des moments merveilleux, comme le dit Nico, avec 3-4 jours avec vos collègues, mais surtout ça vous ouvre sur la vie, aussi bien la vie sportive que la vie professionnelle. Parce que derrière, quand vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps, ça vous permet en fait de voir autre chose, et donc de passer une étape dans votre vie. Et aujourd'hui, étant en situation de handicap, comme tous mes amis, on est très heureux. Des fois, ça choque les gens de dire « oui, je suis en fauteuil, mais par contre, j'ai une vie extraordinaire. » Parce que je rencontre des gens, j'essaye de transmettre ma façon de voir la vie, mon envie d'avancer, et de leur dire la vie n'est pas finie, vous avez encore tout à découvrir. Et vous allez voir, qu'on soit assis ou debout, on peut tout faire. Pas par pas. Et en fait, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, c'est l'objectif de demain. Et ça, en fait, en voyageant, en étant avec nos collègues de tennis fauteuil, ou même nos disciplines, on apprend chaque jour. Et c'est vraiment pour moi un accélérateur. Juste pour compléter ça, je partage à 100% ce que tu viens de dire. Le sport, c'est un lieu d'éducation, de socialisation, pas juste le parasport, pas juste le tennis en fauteuil. Le sport, d'une manière générale, c'est un endroit où on apprend des choses qu'on va peut-être pas forcément apprendre de la même manière à l'école ou dans sa famille ou avec les gens qui nous entourent. Donc, il faut surtout pas que les personnes en situation de handicap, et encore moins les enfants en situation de handicap, soient privés de ce lieu de socialisation. Et pour rebondir sur ce que dit Florence, c'est quelque chose qui
qui m'effare encore, mais qu'il faut quand même, dont il faut qu'on ait une conscience collective et qu'on se le dise à voix haute ce soir. Les biais et les stéréotypes et tout ce qui fait les idées reçues sur le handicap, ils ne s'arrêtent pas au centre de rééducation, ils ne s'arrêtent pas au corps médical. C'est difficile de se le dire comme ça, mais il y a encore des médecins qui aujourd'hui vont conseiller à des jeunes amputés, appareillés, de ne pas faire du sport assis, au cas où ils renonceraient à l'idée de marcher. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Moi, j'ai une malformation congénitale de la hanche, de naissance. J'ai toujours pu marcher. J'ai eu des moments de marche plus ou moins bons et d'autres plutôt moins bons. J'ai eu des médecins qui m'ont dit « Ne vous asseyez pas dans un fauteuil pour faire du sport ». C'est terrifiant d'entendre ça. C'est terrifiant que des familles, des enfants, des parents entendent ce genre de choses. Donc il ne faut pas se dire que parce que c'est des médecins, parce que c'est des professionnels de santé, ils sont aussi exempts de leurs propres stéréotypes sur le handicap. Et on doit lutter tous les jours, pas à pas, avec ça. Nous, on est tous les gens qui sont engagés dans ce projet du sport et du parasport, on est des militants par nature, on n'a pas le choix. Et on participe à l'éducation de la société sur le handicap. C'est dans les gènes, c'est dans la genèse des Jeux paralympiques. C'est comme ça que les Jeux sont nés, pour faire des personnes handicapées des contribuables dans la société. C'est l'héritage du docteur Guttmann. On va revenir à Cléo et donner ensuite la parole à son papa Samuel. Cléo, juste tes objectifs de la fin d'année 2023 et puis pour un peu plus tard, c'est quoi ton rêve ultime ? Pour 2023, j'aimerais bien de gagner au moins quelques matchs. Et pour le reste, mon objectif, ce serait les JO 2028. Les JO 2028 de Los Angeles, c'est ça ? On te souhaite de réaliser ton rêve. On va donner la parole à ton papa qui s'appelle Samuel. On va se mettre dans l'axe de la caméra, vous allez vous lever, on va être repris par cette caméra ici. L'occasion de vous rappeler, mesdames, messieurs, que notre événement est filmé et que vous pourrez récupérer les images de notre soirée sur YouTube. Tout vous sera précisé ultérieurement. Samuel, le projet de Cléo est devenu un vrai projet de toute la famille, pour toute la famille, hein, c'est ça ? Bonsoir. Alors oui, tout à fait. C'est assez étonnant de voir à quel point ce projet qui est arrivé de manière un peu par hasard, suite à une rencontre soudain, inopportune, non programmée, le jour où Pauline a proposé à Cléo de se mettre dans un fauteuil, je me suis dit, est-ce qu'elle va vouloir, est-ce qu'elle va accepter? Bien entendu, tout de suite, moi, on a favorisé. De toute façon, pour rebondir à ce qui a été dit à l'instant, quand on a un enfant ou une personne handicapée devant soi, je suis médecin. On a deux solutions quand ils ont envie de faire quelque chose. On peut soit réagir en se disant « Mon Dieu, ça ne va pas être possible parce qu'il y a ça, 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 ça », ou se dire « Eh bien, écoute, on va essayer, et on verra bien ». Et on va essayer, et on va trouver toutes les bonnes raisons de faire, plutôt que toutes les mauvaises raisons de ne pas faire. Et donc, ce projet, effectivement, a été révélateur. Cléo a été métamorphosée. Elle a toujours été assez volontaire, mais la mettre dans un fauteuil lui a donné le sourire, a changé la perception qu'elle-même avait du regard des autres. La fierté par rapport à ce qu'elle fait se ressent. Nous, on est tous très fiers. On la stimule, on la motive. Attention, ça reste son projet. Mais ça a aussi donné beaucoup d'espoir et beaucoup de baume au cœur à toute la famille. Vraiment. Et toute la famille participe donc au oui, aux entraînements, aux conduites d'une manière ou d'une autre, rechercher des mécènes, rechercher, l'encourager, la réconforter quand par moment elle met un genou à terre, parce que il y a des moments, il y a du doute qui s'installe, il y a des moments elle doute en elle-même, et puis il y a la scolarité, il y a d'autres activités, il y a le violon, enfin, elle est intarissable, Cléo. Mais elle a toujours la banane. Elle a toujours la banane. Alors toujours la banane, non, on ne peut pas toujours dire qu'elle a toujours la banane, parce que la réalité de la vie, de cette vie un peu particulière, fait que c'est pas toujours simple.
Mais justement, c'est là où on est là, et puis on la remet face à ses succès, face à ses capacités. Des fois, on lui dit de prendre un peu de recul, et puis voilà, mais on est tous là pour l'entourer. Si c'est pas moi, c'est un frère. Si c'est pas son frère, c'est sa mère. Et puis, sa maman, qui est aussi amputée, est un moteur et un exemple de rééducation et de se mettre debout. Je me souviens que Delphine, quand elle était à l'Espoir, il y avait des gens qui disaient « Mais enfin, tu vas manger debout. Mets-toi dans le fauteuil. » On a été debout, on était « Ah non, moi c'est en prothèse. » Cléo avait cet exemple-là. Et aujourd'hui, je pense que Cléo devient aussi un espèce de feedback où elle est inspirante aussi pour sa maman, qui est également appareillée. Cléo est inspirante pour sa maman et donc un véritable projet de famille. Ce que vous dites me fait penser à la formule qui circule sur les réseaux sociaux. Vous savez, le terme impossible, c'est impossible, donc il y a plein de freins dans les projets, et on transforme ça en I'm possible. C'est ça, tout est possible, c'est un peu ce que vous venez de dire au travers de ce que vous vivez avec Cléo, c'est ça. Je voulais signaler juste une dernière chose par rapport à l'inclusion et par rapport à ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. On a une anecdote en début de semaine. Cléo a participé à ce qu'on appelle une course parrainée, c'est-à-dire que son collège a fait déjà beaucoup de choses pour Cléo. Première chose, il y a eu une session de tennis pour des enfants de sa classe. Tout de suite, c'était une évidence pour le collège que Cléo participerait à cette session de tennis et qu'elle jouerait au tennis avec les enfants qui étaient debout. Ça, c'était extraordinaire. Et cette semaine, ils ont fait une course parrainée où ils font des tours de cours en courant et chaque tour de cours ramène je ne sais plus, 50 centimes ou quelque chose comme ça. Et bien, Cléo a été inclus là-dedans, a ramené d'ailleurs beaucoup d'argent puisqu'elle tournait beaucoup plus que les autres. Et donc, c'était très valorisant et les enfants étaient heureux qu'elle participe, elle était heureuse de faire partie du groupe. Et ça, c'est vachement important de ces axes-là. Aucune ségrégation, aucune segmentation, comme le disait tout à l'heure Florence, tous les enfants font du sport ensemble, tout simplement. Voilà. Merci, merci beaucoup Samuel, merci à toute votre famille et bravo à Cléo, merci. Alors on a entendu de nos deux athlètes, Cléo et Xenia, des projets de participation aux Jeux paralympiques 2024 et 2028. Un mot, on va faire un zoom arrière avec notre présidente du comité paralympique et sportif français sur les objectifs de médailles aux Jeux. Voilà. Oui, le micro va arriver, je vais vous le donner. Je pose ma question, je peux faire qu'une chose à la fois. Je le donne à Florence qui ne manquera pas de réagir. Ouais. Zoom arrière, objectif, équipe de France, rapidement, hein. Équipe de France paralympique, les sports concernés, etc. Puis une précision tennis ensuite, Florence. Alors, je vais peut-être me permettre juste de réagir sur le témoignage, sur les témoignages, et après aller sur la question. Moi, j'aimerais juste revenir sur vos témoignages, les filles qui, moi, m'ont particulièrement touchée, et vous encourager à continuer deux choses. Xenia, j'ai aimé l'humilité avec laquelle tu nous as présenté ton ambition, l'humilité que tu as témoignée au travers de la façon dont tu nourris des rencontres. Et ça, je trouve que c'est une belle ouverture d'esprit de dire que tu as à apprendre des autres, tu as à grandir de cette rencontre aux autres. Et tant que tu auras cette philosophie, cet état d'esprit, tu continueras à progresser parce que ça voudra dire que tu es capable de te remettre en question. Et je pense que c'est une des plus belles qualités quand on est sportif de haut niveau. Et toutes les deux aussi, ce que j'ai ressenti dans votre témoignage, c'est parce que vous avez juste illuminé la salle. Et pourtant, des sportives, j'en ai entendu parler, mais là, votre sourire, il est vraiment communicatif. C'est vous prenez du plaisir. Vous trouvez ça fun de jouer au tennis. Et quand bien même vous allez faire, certainement, en tout cas, je vous le souhaite, les Jeux paralympiques, quand bien même vous allez peut-être viser l'or paralympique, au quotidien, dans l'entraînement, vous devrez être capable de cultiver le plaisir. Parce que c'est pas parce qu'on est une athlète de haut niveau qu'on ne doit pas se faire plaisir à l'entraînement au quotidien. Et le jour où le plaisir il s'effrite, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions sur soi, sur la relation à l'entraîneur et trouver le moyen au quotidien de continuer à se faire plaisir. Parce qu'un sportif qui continue à se faire plaisir, même s'il challenge les podiums, c'est un sportif qui performe. Donc continue dans cette voie-là et surtout continue à être accompagné par des gens qui sont convaincus et qui je pense, révèlent le meilleur de vous-même. Revenir sur un autre élément.
Il faut se dire que le panel qu'on a là, c'est l'exception. On a mesuré dans le témoignage à quel point la chance de la rencontre, le hasard de la rencontre a structuré des parcours de vie. On a aussi des personnes qui ont une force de caractère, et je pense qu'ils nous l'ont tous les cas témoigné, et aussi qui sont dans un écosystème parental de proximité qui a impulsé la pratique sportive. Ce n'est pas le cas de la plupart des personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça que c'est vraiment au système français qui anime le parcours de vie des personnes en situation de handicap de changer. Et comme ça a été très bien rappelé, et notamment par Florence, il faut qu'on arrive à engager avec nous la communauté médicale. Donc il y a des choses actuellement qui sont faites pour que cette communauté médicale, dans leur cursus de formation, que ce soit les médecins rééducateurs, les médecins du sport, mais aussi toutes les professions paramédicales, ils entendent parler du parasport. Parce qu'en fait, il y a vraiment aussi une méconnaissance de notre écosystème et de la façon, et je pense que la Fédération de tennis nous le démontre, la façon dont aussi cet écosystème, il s'est structuré. Il a monté en compétences et en capacité pour accueillir les personnes en situation de handicap avec leur singularité. Il faut arrêter d'opposer le sport et le parcours de vie d'une personne en situation de handicap. Et encore une fois, les témoignages qu'on a reçus en sont le meilleur exemple, parce que c'est de l'autonomie, parce que c'est de l'autodétermination, parce que c'est de la confiance en soi. Et le soin n'est pas plus noble que la pratique du sport dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Concernant les objectifs pour Paris 2024, nous, il y a 3 grands objectifs qu'on poursuit. Bien évidemment, le premier objectif, c'est celui de la performance. De la performance, d'avoir une équipe de France qui rayonne, qui gagne des médailles. L'objectif, c'est un top 8. Top 8, ça nous oblige entre Tokyo et Paris de doubler le nombre de médailles d'or gagnées par les athlètes de l'équipe de France. Donc c'est un objectif qui est ambitieux et bien évidemment un objectif qu'on souhaite voir aussi dressé de façon un peu ascendant sur les prochains Jeux. Là, on a vraiment posé des bases d'un changement d'approche de la pratique parasportive. L'État a pris conscience qu'il fallait accompagner, qu'il fallait financer, qu'il fallait structurer le mouvement paralympique dans sa composante haut niveau parce qu'on avait pris énormément de retard. Donc les fédérations ont désormais plus de moyens, les athlètes sont mieux accompagnés. Et on a aussi l'apport de la science, parce qu'à un moment donné, on a beaucoup de handicaps et de parasports qui sont médiés par du matériel. On a les chercheurs en France, on a la technologie et on n'a jamais fait travailler l'écosystème ensemble. Donc ça, c'est aussi un des enjeux de progression pour venir nourrir l'équipe de France. Pourquoi avoir une équipe de France performante, c'est important pour tous les enjeux effectivement de nation, mais aussi pour faire écho au témoignage de Cléo, c'est cette question du rôle modèle et de la visibilité de nos athlètes de haut niveau qui vont ouvrir le champ des possibles. Ils vont ouvrir le champ des possibles à d'autres personnes en situation de handicap sur la possibilité de faire du sport. Mais ils vont aussi ouvrir le champ des possibles à finalement toute la société, à tous les Français, sur ce que sont les compétences et capacités d'une personne en situation de handicap. Et grâce au parasport, moi je suis intimement convaincue qu'on peut s'engager sur un changement de paradigme sur la façon dont on voit la personne en situation de handicap et faire prendre conscience aussi qu'on a une responsabilité collective, avoir un environnement qui doit devenir capacitant pour les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est une responsabilité qui nous incombe à toutes et tous. Et les 2 autres objectifs que l'on poursuit, parce qu'il y a la dynamique du haut niveau, mais il y a aussi la dynamique tout simplement de l'accès au sport. Et ça, on est véritablement engagé au comité paralympique avec l'ensemble de nos fédérations membres à faire durablement changer les choses, à animer un écosystème qui est bien plus large que l'écosystème sportif. Et c'est notamment fait par nos référents paralympiques en territoire, c'est de faire travailler tous ces acteurs ensemble pour agir sur tous les freins qu'on a encore sur ce continuum d'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, et on les a déjà cités. Et enfin, le dernier enjeu, c'est vraiment que ces Jeux paralympiques, ce soit un catalyseur utile pour le quotidien des personnes en situation de handicap, pour les sujets d'accessibilité, pour les sujets de mobilité, pour les sujets d'employabilité. Voilà. Il y a vraiment des questions de vivre ensemble qui sont absolument essentielles et qui peuvent être portées par ces Jeux paralympiques. Et enfin, terminer peut-être sur une ambition qui est, je ne pense pas qu'elle soit utopiste, mais c'est de me dire que moi j'aimerais que demain, on ait un maillage territorial des clubs inclusifs qui soit fort. Pourquoi? Parce que déjà, c'est augmenter la capacité pour une personne en situation de handicap de pratiquer la pratique de son choix à proximité de chez elle, et ce, quelle que soit la typologie de handicap. Et l'autre enjeu, c'est de faire en sorte que nos clubs sportifs deviennent des territoires de rencontres. Des rencontres où on va partager la passion du sport ensemble, et où là aussi, on va opérer un changement de regard, parce que quand vous jouez au tennis avec une personne qui est en situation de handicap, eh ben, vous la voyez différemment.
vous l'humanisez et vous la décentralisez totalement de sa situation de handicap, vous la découvrez pour ce qu'elle est. Et ça, c'est aussi absolument essentiel comme changement à opérer durablement dans notre société. Florence, un petit zoom sur le tennis, les objectifs pour les Jeux paralympiques côté fédération de tennis. Pareil, mais au tennis. Oui, pareil, mais au tennis, parce qu'en fait, on est aligné. Il y a évidemment l'aspect performance. Alors moi, j'adorerais continuer à pouvoir crâner auprès de mes collègues du tennis olympique, parce que le tennis paralympique a été médaillé à chaque paralympiade. C'est pas le cas des copains du tennis olympique, donc si on peut continuer comme ça, je vais évidemment pas m'en priver. Si en plus ça peut être chez les filles, ça serait super, parce que moi j'attends la médaillée qui va me succéder. Je suis la dernière femme médaillée au tennis. J'aimerais bien que ça soit plus le cas rapidement. Donc voilà, ça sera à bonne entendeuse, salut. mais au-delà de ça, on pose les bases de la suite, on pose les bases de l'histoire qu'on écrit. On a parlé de la performance, on a parlé du résultat, on a parlé du maillage territorial. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de gens, plus de personnes en situation de handicap, plus de jeunes qui viennent dans nos pratiques, dans nos clubs. Il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on s'amuse à tous les niveaux de pratique, que là on vient de se concentrer pas mal sur le haut niveau, mais c'est pas que ça le sujet. Le haut niveau, c'est une partie des activités. Le reste, c'est le plaisir que les unes et les autres et les uns et les autres peuvent prendre tous les jours dans leur quotidien. Moi, ce que j'ai aimé dans le tennis, c'est de pouvoir jouer avec mes parents, avec aujourd'hui mon mari et maintenant avec mes enfants à mon tour, que je sois en fauteuil et qu'eux soient debout. Donc c'est ça le sujet. Donc on construit ces bases-là et il faut que Paris 2024 pose les bases d'un héritage durable dans nos clubs. C'est votre triple bataille à la Fédé, hein. Comment les gens, quels qu'ils soient, peuvent faire du sport, comment aider les personnes en situation de handicap à faire du sport et comment ouvrir à tout le monde la porte des clubs. À ce sujet, on va vous redonner la parole, Marie-Amélie Le Fur. Vous avez lancé récemment une campagne pour soutenir les clubs inclusifs, traduisez des clubs qui accueillent des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Des chiffres peut-être, 1,4% comme... Alors effectivement, peut-être partir des chiffres, mais certains ont déjà été un peu cités. C'est que voilà, on a 1,4% des clubs sur les territoires qui se déclarent en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et en moyenne, c'est un petit peu moins que ce que tu faisais, Olivier, mais les personnes en situation de handicap doivent faire 50 km pour trouver un club en capacité de les accueillir. Donc notre volonté, nous, c'était vraiment de pouvoir outiller le système sportif français pour qu'il se sente en capacité d'accueillir une personne en situation de handicap. Et ça, c'est absolument essentiel que cette première rencontre, lorsque la personne en situation de handicap elle arrive dans le club, et bien finalement qu'elle reçoive un accueil positif des encadrants, des bénévoles, des dirigeants du club. Et ça nécessite de leur donner un petit peu un outil sur ce qu'est la situation de handicap, sur ce que sont les situations de handicap. Et c'est le but en fait de cette formation Club Inclusif, c'est une sensibilisation, parce que c'est pas une formation certificative, mais en tout cas c'est une sensibilisation pour permettre à notre écosystème sportif de comprendre ce qu'est la situation de handicap. Donc on leur parle avec les deux fédérations spécifiques, la Fédération française handisport et du sport adapté, de toutes les typologies de handicap qui existent et de la façon finalement dont on peut les accueillir au mieux dans un club. Donc on ne rentre pas dans la technicité de la discipline, puisque ça, les fédérations s'en sont déjà emparées et ont déjà des formations. Nous, c'est vraiment une formation premier niveau pour, on va se le dire très simplement, casser la peur et les stéréotypes qui existent encore sur les personnes en situation de handicap. Et le but derrière, il y a 6 mois d'accompagnement auprès du club pour définir en fait un projet sportif en lien avec la situation de handicap. Et surtout, travailler cette question de, voilà, maintenant que je me sens para-accueillant, maintenant que j'ai les clés, j'ai les codes,
comment je vais vers la personne en situation de handicap, parce que bien souvent, et ça c'est une réalité, elle ne vient pas encore au club. Donc c'est aussi moi, comme en structure, je mets en place des programmes, un projet, une démarche pour aller à la rencontre de la personne en situation de handicap. Et là, vous avez d'autres programmes, soit de la fédération, soit du comité paralympique, qui peuvent vraiment permettre de pérenniser cette démarche du club dans la durée et rejoindre effectivement aussi ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a un enjeu aussi de faire en sorte que les clubs ils travaillent mieux avec le secteur médical, les services et établissements médico-sociaux, parce qu'il y a encore un bassin de vie des personnes en situation de handicap. Et pour ça, il faut que les deux écosystèmes arrivent à se faire confiance et travaillent bien entre elles avec des ponts qui peuvent être établis par le comité paralympique. Sur ce sujet des clubs inclusifs, on va regarder ensemble une vidéo qui résume le dispositif. C'est parti. Acteurs des politiques sportives territoriales et de l'autonomie, vous qui êtes déjà impliqués dans le soutien à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, nous avons besoin de vous pour aller plus loin. D'ici 2024, notre ambition est d'ouvrir 3000 clubs sportifs supplémentaires à l'accueil des personnes en situation de handicap à travers le programme Club Inclusif. Avec le soutien de l'État et du mouvement sportif, chaque personne en situation de handicap pourra accéder et profiter d'une pratique sportive qui lui convient près de chez elle. Nous vous accompagnons dans cette démarche afin de structurer ensemble une offre parasportive pour bâtir avec vous un réseau de clubs ouverts à tous sur votre territoire. Club Inclusif, c'est un programme de sensibilisation des clubs pour chaque collectivité territoriale. Une mobilisation des acteurs experts du sport handicap sur votre territoire. Une formation complète, quel que soit le handicap et pour tout type de pratique sportive. Un accès sans prérequis pour les dirigeants et les éducateurs. À l'aube des Jeux de Paris 2024, rendons chaque club inclusif et formons une plus grande équipe. Florence, vous vouliez compléter ? Oui, je voulais juste dire qu'il y a une dimension qu'on a assez peu évoquée et qui est pour moi assez intéressante à voir avec l'histoire du club inclusif. C'est, on a beaucoup parlé de ce qu'on apportait aux personnes en situation de handicap, on a peu parlé de ce qu'on apportait à l'écosystème sport et aux enfants d'une manière générale. Moi, mon rôle de dirigeante fédérale, c'est pas juste de m'occuper des jeunes en situation de handicap. On est là pour accompagner des jeunes dans le tennis, dans le sport d'une manière générale. Et quand on voit aujourd'hui les projets de Cléo, de Xenia, d'autres athlètes en situation de handicap, c'est aussi au service des autres du club. Les autres gamins du club, ils se servent de ces projets-là. Nous, les gamins qu'on a dans le pôle national à Roland-Garros, les gamins, ils voient aussi nos athlètes en situation de handicap s'entraîner et performer. Ils voient ce que ça prend aussi pour ces jeunes-là de progresser et de devenir des athlètes de haut niveau. Et donc, il y a une valeur éducative au service de l'écosystème sport qui est aussi fondamentale. Donc, le club inclusif, c'est pas juste tendre la main à la personne en situation de handicap, c'est aussi se tendre la main à soi-même, en fait. Et vous aimez à ce titre l'expression, vous définir comme accompagnatrice de rebond. Oui. C'est ça? C'est une belle expression? Oui, je pense qu'on l'est tous. Alors nous, on l'est parce qu'on est des rebondisseurs nous-mêmes en tant que personnes en situation de handicap, mais notre rôle aussi, maintenant qu'on est plus vieille avec Marie-Amélie, elle est plus experte du rebond que moi, voilà, nous, notre rôle, c'est aussi d'accompagner le rebond des autres. Donc oui, c'est une expression que j'aime bien. Oui. À ce sujet de club inclusif, on va saluer un club de la région sous les auspices qui vont rester là encore un instant de nos 6 invités. Et pour la photo, Florence, si vous voulez rejoindre, on va accueillir ensemble et Marie-Amélie, évidemment. Voilà, venez au centre de la scène, les photographes vont se mettre en place et on va accueillir ensemble le président du Racing Club d'Arras, Stéphane Gogri. Stéphane Gogri, voilà. Venez par ici.
On n'a pas de trophée, on n'a rien à remettre, mais juste un petit mot et puis une photo avec vous entouré des athlètes de Florence, Marie-Amélie Le Fur. Un mot sur ce que vous avez mis en place. Voilà, oui. Tournez-vous ici. Excusez-moi. Allez-y, allez-y, par là-bas. Ok, bon, je vais me placer derrière. Voilà. Bah écoutez, oui, enfin l'accès pour le sport pour tous, c'est fondamental en tout cas. Nous on essaye de le faire depuis quelques années. Et donc on a mis quelques actions en place et puis on essaye bien sûr d'effacer les inégalités, les différences, pardon. Et voilà, donc on travaille actuellement bien sûr avec l'Office des sports hein, de notre ville hein, sur forcément, il y a plusieurs actions sur l'insertion, sur le sport santé, sur aussi des actions que l'on mène depuis de nombreuses années avec de jeunes adultes et d'adultes qui sont atteints de trisomie 21. Et ensuite, ben forcément, on a aussi Laurent qui est paraplégique. Qui est là depuis 1 an et que l'on encadre. Et voilà, il se fait une joie de venir et bon, il est assez triste parce qu'en fait, il est tout seul. Voilà, donc alors j'entendais tout à l'heure un petit peu à travers les clubs parce que aussi on a notre vie associative aussi à faire tourner, on a aussi nos adhérents, on a aussi le sport senior, on a eu plein de choses. Bon, les difficultés aussi que l'on a humainement, les moyens humains et financiers aussi pour aller rechercher davantage d'argent et de subventions, pardon. Mais bon, c'est vrai qu'il est à la fois quelquefois difficile, il y a beaucoup certainement d'argent à aller chercher aussi pour aider, pour encadrer ces personnes. Mais bon, on essaye de le faire sur des heures creuses, sur aussi et la motivation et le cœur y est. Oui, elle est liée forcément. Et puis on doit être moteur. Et voilà, donc là on commence quelque chose de vraiment bien et c'est vrai que l'objectif à travers le sport fauteuil, c'est notre objectif à nous au sein du club, de pouvoir développer ce sport et d'en faire au moins des compétiteurs. Sous la houlette notamment de votre directeur sportif. Oui, alors Thierry qui est là, absolument, et qui s'occupe aussi du tennis santé au club, et puis Julie qui a fait l'honneur de m'accompagner, qui est ma fille. Voilà. Très bien, bravo à vous, le Racing Club d'Arras, représenté par son président Stéphane Gogri. Merci beaucoup. Mesdames, vous allez reprendre place. On va raccompagner nos 6 invités. Et puis on va enchaîner rapidement sur la deuxième table ronde.